Alexandra a parlé d'appétit. Je lui rappelle que ventre affamé n'a pas d'oreille. Mes amis, je suis très heureux d'être ici, d'être parmi vous, d'être à vos côtés. Tant de visages qui me sont familiers. Et je voudrais vous dire que si je suis ici, avec vous, parmi vous, si je suis aux côtés d'Éric, c'est parce que j'ai fait le choix de l'unité. Je voudrais simplement vous dire que sans unité, on n'ira pas loin. Tout à l'heure, lorsque j'ai entendu Guillaume des Hauts-de-Seine et Claudine, je crois, de Dordogne, j'ai bu du petit lait. J'ai bu du petit lait, je me disais que si nos électeurs qui hier ont voté pour nous, qui ne votent plus pour nous maintenant, sont comme eux, croyez-moi, il y a des sacrées marges de progression. N'est-ce pas, Gérard? Je voudrais remercier les intervenants. Peut-être qu'on pourrait les faire rentrer. Alors, je vous propose justement d'accueillir tes invités. Ils seront à tes côtés et tu auras le plaisir de débattre avec eux. Je vous demande d'accueillir les essayistes Laetitia Strauch-Bonnard et Olivier Babot, la philosophe Bérénice Levé et le politologue Dominique Régnier. C'est extraordinaire. Je voyais Laetitia Strauch-Bonnard tout à l'heure qui était en train de donner le biberon de son bébé. C'est bien pour une politique familiale. Nous sommes pour, nous aussi. Je voudrais vous dire quelques mots avant de débuter cette table ronde, qui est une table ronde importante parce que c'est la table ronde sur notre identité, sur les idées. Il faut l'unité, mais il faut aussi les idées. Je voudrais remercier nos 4 intervenants d'être ici. Ils sont très différents. Je n'ai pas le temps de vous les présenter parce que sinon ça va raccourcir le reste. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont des profils, des trajectoires différentes, mais ils ont 2 ou 3 choses qui les rassemblent. D'abord, ce ne sont pas des femmes et des hommes de gauche, première chose. Et ensuite et surtout, ils consacrent beaucoup de temps à croiser le fer dans le débat intellectuel, dans le débat des idées. Et nous, la droite, on en a besoin. On a besoin de leur courage, de cette combativité dans un champ qui ne nous est pas toujours naturel, qui est le champ, justement, des idées. Je crois, comme Renan, et en politique plus qu'ailleurs, que ce sont les idées qui mènent le monde. Et on en a eu, il y a quelques jours, ça a souvent été évoqué ce matin, une illustration éclatante avec les 2 propositions de loi sur l'immigration qu'on a portées avec Éric et Olivier. C'était des propositions. On a été à l'offensive. La preuve que les idées, mes amis, c'est pas de la théorie. La preuve que les idées, ça marche. Parce que tout le débat politique de ces dernières semaines s'est réorganisé, s'est restructuré à partir de nos propositions, ce qui veut dire simplement que si demain on veut gagner dans les urnes, il faut aussi gagner évidemment les esprits très rapidement. Je voudrais remercier, pour terminer et avant de commencer, Éric. Je voudrais remercier Éric d'avoir organisé ces états généraux et d'avoir donné la priorité aux idées, à notre refondation, c'est-à-dire à notre identité. Qu'est-ce que nous sommes, nous, la droite? Qu'est-ce que l'on veut et où va-t-on? Et c'est fondamental parce que trop souvent, la droite a donné l'impression d'avoir une sorte d'identité en miroir. Nous n'osions pas nous définir ce que nous étions nous-mêmes, mais à chaque fois, on se définissait par rapport aux autres, par rapport à la gauche, souvent, par rapport parfois au macronisme. Il y a Maurice Druon, que j'aime beaucoup, qui a été ministre de la Culture, qui avait eu une phrase géniale. Maurice Druon avait dit « En France, les amis, il existe 2 partis de gauche, dont l'un, par convention, s'appelle la droite. » Eh bien, Guillaume et Claudine nous ont rappelé que si, hier, ils n'ont pas voté pour nous, c'est justement parce qu'on a revêtu d'autres habits idéologiques que les nôtres, et il faut revenir à cette identité, et ça, c'est fondamental. C'est nous qui avons effacé le clivage. On a contribué largement à effacer le clivage droite-gauche. La tripartition du paysage politique aujourd'hui, c'est un poison. C'est un poison pour la politique parce que c'est la sortie de la politique. C'est un poison par la démocratie parce que, on le voit bien aujourd'hui, ça ne suggère aux électeurs comme solution de l'alternance que les démagogues. C'est terrible et c'est un poison pour la Ve République. Nous sommes gaullistes, nous tenons à nos institutions parce que ça ancre le fait minoritaire au cœur de la Ve qui est faite pour le fait justement majoritaire. Voilà, et ce qui est intéressant, Dominique Régnier et d'autres nous en parleront tout à l'heure, on voit bien que déjà en France,
les opinions se droitisent. En Europe aussi, les opinions publiques se droitisent. Donc il y a quelques signaux qui sont importants. Et pour conclure, rappelez-vous, il y a 6 ans, on nous disait c'est la mort du clivage. La mort du clivage et l'avènement du en même temps. 6 ans après, qu'en est-il? Le en même temps, qu'est-ce que cela a donné? Ça a donné l'impuissance publique et la défiance démocratique. Voilà où nous en sommes. Donc nous avons, nous, un rôle de nous ressaisir de notre identité politique, qui devra se décliner ensuite avec des idées neuves, mais surtout, et enfin, réactiver le clivage. Mais pour qu'il y ait un clivage, faut-il encore qu'il y ait une droite qui sache ce qu'elle est, où elle veut aller, où elle veut embarquer demain les Français. Voilà ce que je vous propose tout de suite avec nos 4 intervenants. Et je vais commencer par donner la parole à Olivier Babot, qui est président de l'Institut Sapiens, qui est essayiste, qui, comment dirais-je, brandit l'étendard de la liberté. La liberté, c'est ce qui a fondé historiquement la droite. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit les Français aussi rétifs vis-à-vis des réformes, est-ce que nous devons, comme l'a dit tout à l'heure, je l'ai entendu dans les coulisses, notre président Éric Ciotti, devons toujours, nous, être le parti de la liberté? Olivier Babot. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Bravo pour cette initiative courageuse, parce que quand on convoque les États généraux, on sait quand ça commence, on ne sait pas toujours comment ça finit. En tout cas, c'est formidable. Alors, peut-être que je suis quelque part un homme de gauche, parce que vous savez, en 1789, quand pour la première fois on s'est rangé à gauche ou à droite du président de séance à l'Assemblée, eh ben, à gauche du président, c'était plutôt ceux qui étaient pour le progrès, n'est-ce pas? Pour la liberté, pour des formes d'émancipation. Et à droite, il y avait plutôt ceux qui étaient évidemment pour la tradition. Eh bien, ça fait partie, la liberté, l'émancipation, de toutes les choses que la gauche a abandonnées, avec le peuple, l'universalisme, la laïcité, le progrès, qu'est-ce que j'ai noté aussi le mérite, tiens, le travail. Tout ça, la droite peut aujourd'hui s'en saisir. Eh bien, s'il y a bien un sujet qui est, à mon avis, central dans l'époque de bouillonnement incroyable dans laquelle nous vivons, un bouillonnement qui est peut-être n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, eh bien ce sujet, c'est bien la liberté. Alors très rapidement, elle est menacée aujourd'hui par 5 choses, extrêmement vite. La première chose, c'est évidemment des libertés menacées par la géopolitique. Nous savons que la fin de l'histoire n'a pas eu lieu et que les démocraties libérales n'ont pas gagné le terrain, qu'au contraire, elles ont plutôt tendance à reculer au profit de ce qu'on peut appeler des démocratures ou même des formes de techno-dictatures qui progressent partout dans le monde. Donc cette liberté, elle est menacée. Liberté ensuite parce que l'idée d'émancipation a été retournée en un récit d'essentialisation, d'enfermement dans sa classe, dans sa race, dans sa condition. L'idée de solidarité a été retournée et est devenue la guerre de tous contre tous. Et puis on nous a fait croire aussi que la liberté, c'était d'abolir toutes les traditions, d'abolir toutes les règles, d'abolir tout héritage, alors que c'est choisir aussi d'être fidèle à ses héritages. La troisième idée, c'est que, évidemment, on nous a fait croire que l'écologisme était l'écologie. L'écologisme, c'est la forme gauchiste de l'écologie telle qu'elle existe chez nous, évidemment, qui est très très loin de l'écologie. Et cet écologisme, en fait, réactive des vieilles passions tristes du contrôle de l'individu, les vieux objectifs en fait de collectivisation de la société et la vieille méfiance, mais plus que ça, la vieille haine vis-à-vis de l'individualisme et de la volonté individuelle. La quatrième idée, évidemment, c'est quand même l'étatisme qui, en France, continue à être évidemment fondamental. Hein. Vous savez ce que disait Benjamin Constant, que l'État se borne à être juste, nous nous chargeons de notre bonheur. De plus en plus, et ça fait très longtemps, même malheureusement quand la droite était au pouvoir, que l'État se rêve en ingénieur social. Il se rêve en déterminant de ce qui va faire notre bonheur, de ce que nous devons penser, de la façon dont nous devons vouloir élever nos enfants, déterminer notre bonheur, au lieu de créer les conditions de cette recherche. Et pourtant, le monde est si inquiétant. Regardez, il y a un sondage récemment qui a demandé, est-ce que dans les 5 ans qui viennent, est-ce que vous pensez que vous et votre famille allez mieux vivre, allez être plus heureux? Aux États-Unis, ils étaient un peu plus de 40% à dire oui. En France, moins d'un Français sur 5 le pense. Il y a une vraie inquiétude et je crois qu'il y a un lien profond entre
la quête de la liberté, la quête du bonheur, telle qu'elle est inscrite dans la déclaration d'indépendance américaine, ce droit à la quête du bonheur qui fait partie finalement de ce qui peut rendre quelqu'un heureux, hein, ce qui peut lui permettre de se réaliser, et puis évidemment cette inquiétude vis-à-vis d'un futur dont on estime aujourd'hui qu'il n'est pas aussi positif qu'on pourrait le rêver. Et donc la cinquième et dernière élément qui menace la liberté aujourd'hui, il faut le dire, c'est les technologies. D'une certaine façon, des technologies qui, oui, émancipent d'une certaine façon, qui donnent du pouvoir, permettent de mieux communiquer, mais qui aussi sont des technologies qui peuvent, on le voit, enfermer, nous mettre à distance de nous-mêmes, capter notre attention. Et demain aussi, être des technologies de mise en place de systèmes de surveillance, de notation sociale, de contrôle social et donc finalement de perfectionnement de cette idée d'ingénierie sociale où l'individu est broyé au profit de la collectivité. Alors vraiment, moi si j'ai un appel à lancer pour terminer, c'est à dire que la droite se saisisse pour de vrai de cette injonction à l'émancipation. Vous savez, émancipation, en latin, ça vient, l'étymologie, c'est le fait de lâcher la main, parce qu'on prenait la main de l'esclave pour signaler qu'il était asservi. Lâcher la main, c'est ce processus par lequel on va faire confiance à l'individu, on va l'accompagner dans sa volonté de s'améliorer, et moi j'ai l'inébranlable conviction que c'est le seul chemin qui vaille pour les êtres humains. Merci. Merci d'avoir fait court, ramassé votre propos. Je vais tout de suite passer la parole à Bérénice Levé. Je parlais tout à l'heure du clivage, Bérénice Levé. Je voudrais que vous précisiez ce qui nous distingue de la gauche, mais ce qui nous distingue du macronisme aussi. Parce que de temps en temps, on pourrait nous confondre. Certains nous confondent avec le macronisme et certains pourraient penser qu'on est soluble dans le macronisme. Alors, je ne suis pas sûr qu'ici, on pense qu'on est soluble dans le macronisme. En tout cas, moi, je ne le crois pas. Merci. Merci de suivre encore. Bérénice Levé, sur le clivage avec la gauche, sur le clivage avec le macronisme. Alors je vais essayer d'être aussi synthétique qu'Olivier Babot. Bon, vous m'interromprez, Bruno. Alors Bruno a dit que les opinions se droitisent. Je crois qu'en effet, les opinions se droitisent parce que les idoles du progressisme ont montré l'aporie existentielle et civilisationnelle que ces idoles de l'ouverture représentaient. Alors, si on voulait distinguer la droite de la gauche, je ne vais pas vous faire l'inventaire que j'avais prévu, mais enfin, disons déjà que nous avons d'un côté deux idées de la France, une France des droits de l'homme, une France morale du côté de la gauche, et puis du côté de la droite, une France historique, avec une conception très épique de la nation. Il s'agit de prendre part à une réalité plus vaste que la nôtre, et puis ce qui est peut-être justement l'idole du progressisme qui montre toutes ses limites, eh bien, c'est ce péché originel du progressisme, de la modernité philosophique, mais longtemps des digues ont malgré tout fait barrage. Le péché originel de la gauche est de prêter des vertus, toutes les vertus, à la désaffiliation, à la déliaison. C'est l'absolutisation de l'émancipation. Et puis, il y a une chose aussi très importante, c'est que la droite a le sens de la gratitude pour le donné de l'existence, donné naturel, ce qui nous montre, mais je n'aurai pas le temps de développer, mais qu'il y a une véritable écologie. Si, parce que vous avez parce que vous avez fait un livre justement sur l'écologie. Voilà, et j'aimerais qu'on en parle peut-être à la fin. J'ai consacré justement un chapitre où je parlais de la tradition cachée même de la droite, parce qu'il ne faut pas abandonner cette question à la gauche. D'abord parce que le premier ministère de l'environnement, enfin qui ne s'appelait pas l'environnement, on le doit à Georges Pompidou, un très beau discours aussi à Chicago. Et puis surtout, ce qu'il y a d'essentiel, c'est de comprendre que la gauche ne s'est emparée de cette question que pour deux raisons. La nature, les bêtes ne sont qu'un alibi. Première raison, c'est que après la chute du mur, il leur fallait enfourcher un nouveau cheval. Il fallait être en marche, comme le montre très bien Milan Kundera. C'est la définition même de la gauche que d'avoir besoin de toujours proposer une grande marche en avant, peu importe d'ailleurs où cela nous conduit. Et évidemment, la version macroniste de la chose est évidente. Et puis l'autre élément, c'est qu'il leur fallait
une cause extraordinaire pour intenter un énième procès à la civilisation occidentale et en particulier à la civilisation française. Donc, nous sommes dominateurs à l'endroit des femmes, à l'endroit des minorités sexuées et sexuelles, des minorités ethniques et puis, bonne nouvelle, nous sommes les dominateurs et du sol, de la terre et des animaux. Et donc, si vous voulez, il faut bien toujours faire valoir cela. Et puis, alors ça, c'est le thème, en revanche, de mon dernier livre, c'est que, d'ailleurs, Éric Ciotti a une phrase extraordinaire. Ciotti, Ciotti, pardon. Non, mais c'est une hybridation entre Ciotti et Retailleau, Ciotto. Oui, voilà, exactement. Alors, donc, Éric Ciotti a une phrase extraordinaire, il a dit que rien de ce qui est français, pas de droite, rien de ce qui est français ne doit nous être étranger. Et j'ai essayé justement, dans mon livre sur le wokisme, justement c'est les ressources françaises contre le wokisme, de faire valoir, parce que je crois que c'est là que nous gagnerons la partie. Il nous faut montrer que nous sommes porteurs, que la droite est porteuse d'une idée de l'homme, de l'être humain, parce que j'ai encore la faiblesse d'utiliser le mot homme au sens générique, le langage inclusif n'est pas passé par moi. Et donc, voilà, je me suis dit, il faut absolument leur montrer, aux wokistes et à la gauche en général, qu'ils ont une idée extrêmement rabougrie, extrêmement étroite de l'être humain, auquel ils ne proposent rien. Hannah Arendt avait une formule extraordinaire, mais qui résume, selon moi, la situation qui est la nôtre. Elle disait, l'homme moderne a perdu le monde pour le moi. Eh bien, c'est cela. On incarcère l'être humain, l'individu, dans la prison et du moi et du présent. Alors que la civilisation française était cette civilisation qui ouvrait, élargissait l'être humain à une réalité plus vaste que la sienne. C'est pourquoi tout à l'heure je parlais de la dimension épique de la France. Et les deux grands thèmes que j'ai retenus dans mon courage de la dissidence, d'ailleurs courage, le mot aussi a été prononcé par Éric Ciotti et il est un mot pour la droite parce que la droite c'est le panache, c'est le courage en effet, c'est pas la résilience, ce mot qui s'est imposé c'est le panache. Et le grand thème qui me tient, mais plus que tout à cœur, et que je voudrais que tous les politiques de droite défendent, c'est la liberté du pas de côté. Et là, je rejoins le thème d'Olivier Babot. C'est que ce n'est pas la liberté d'arrachement, qui est la liberté justement de la gauche, hein, souvenez-vous de Vincent Peillon et de sa conception de la laïcité, c'est une liberté du pas de côté. C'est-à-dire que par rapport à vos appartenances, vous pouvez non pas vous extraire, vous arracher, et là on retrouve le thème que Dieu merci la droite a placé aujourd'hui sur le devant de la scène, l'assimilation. L'assimilation n'a jamais demandé, contrairement à ce que l'on essaye de nous faire croire, de sacrifier les ancêtres, de ne pas cultiver le culte des morts, mais au contraire de les laisser dans l'espace privé, parce que là aussi, grande conquête républicaine, mais dont la droite n'est plus que la gardienne, la frontière du privé et du public. Et c'est-à-dire que quand vous entrez dans l'espace public, quand vous entrez à l'école, c'est justement vous exigez de l'enfant qui devient un élève précisément, qu'il fasse cette liberté, ce pas de côté par rapport à toutes ses appartenances. Or, comment les professeurs aujourd'hui, un bon nombre de professeurs, comprennent la laïcité à la façon anglo-saxonne. J'avais prévu de vous lire vous donner un exemple, je ne le ferai pas, mais vous le trouverez dans mon livre si vous voulez. Et si vous voulez, c'est ça qui est capital, c'est que, alors, et c'est là que je rejoins la différence avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron nous dit, c'est un bon filon, l'ethnicisation. Et puis, donc, on ne déboulonnera aucune des statuts. Dans le même temps, il nomme une commission chargée de faire la liste des personnes issues de l'immigration. Et puis, là, alors là aussi, pourquoi aucun homme de droite ne s'est exprimé sur les plateaux? Vous avez donc Emmanuel Macron qui nous explique que nous assistons à un processus de décivilisation. Remarquable, comme toujours, c'est ce que le philosophe Clément Rosset appelait la perception inutile. Je vois, je comprends, je peins, mais ne m'en demandez pas davantage. Donc, et qu'est-ce que c'est que la décivilisation? C'est le moment où justement on renonce à brider son moi, à accepter l'autocontrôle, les contraintes.
Même jour, en même temps, ou à une journée de décalage, vous aviez Pape Ndiaye qui lançait sa grande campagne pour l'accueil des enfants en transition dans les écoles. Le slogan, ici, on peut être soi-même. Extraordinaire. Alors si on est soi-même, eh bien c'est la décivilisation. La civilisation, c'est ne pas envahir l'espace public de son moi, ce qui est donc le cœur aussi de la laïcité. Donc vous voyez, en définitive, on pourrait, alors on peut dire entre la droite et Macron, une feuille de papier cigarette passe, mais absolument pas si on se situe bien sur ce niveau anthropologique, civilisationnel. Une autre idée de l'homme nous porte et nous inspire. Et c'est elle qu'il faut faire valoir parce qu'elle est infiniment plus noble, grande. Merci Bérénice, merci. Vous avez fait le maximum en un minimum de temps. Mille merci. Un projet politique, c'est aussi une vision de l'homme, une vision anthropologique, et c'est aussi porter et accepter et avoir le courage, mes amis, de porter un projet de civilisation. Maintenant, voilà, de Bérénice, désormais, à Laetitia. Laetitia, il y a eu un clin d'œil pour les hommes, mais parce qu'elle a utilisé homme au sens générique du terme. Mais vous avez fait, je me souviens, un livre, et le titre du livre, c'était une question que beaucoup de nos amis à laquelle ils vont être attentifs. Est-ce que les hommes sont obsolètes? Bien. Ça renvoie au wokisme. Les hommes Alors, vous allez nous apporter, bien sûr, la réponse, mais c'est le wokisme. Est-ce que le wokisme, c'est un danger aux États-Unis? C'est une sorte de mode passagère en France? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nous qui sommes le parti de la droite? Vaste question. Merci beaucoup, tout d'abord, pour cette invitation. Alors, le wokisme inquiète beaucoup de personnes en France. On y consacre des livres, des colloques. J'ai vécu pour ma part à Londres pendant 7 ans. Et là, j'ai vu du wokisme, mais du vrai. Donc, peut-être pour vous rassurer, ça pourrait être pire. C'est pire aux États-Unis, c'est pire en Grande-Bretagne. Alors, je n'ai pas forcément rentré dans les détails, mais vous pouvez vraiment, par exemple, perdre votre emploi si vous dites quelque chose qui contrevient à ce que vos collègues ou votre entreprise attend de vous. Ça se passe notamment dans les universités. Il n'y a pas de fonction publique au sens français dans ces pays et donc vous pouvez vraiment perdre votre emploi. Je sais qu'en France, il y a eu des gens dont la carrière a été vraiment menacée. Je ne minimise pas du tout ça, mais je crois que nous avons en France quelque chose qui nous aide à ne pas sombrer complètement dans le wokisme, c'est le rôle de l'État. Alors, je suis souvent très critique de l'État. Je pense que l'État a tendance à en faire trop. Il s'immisce beaucoup dans nos vies, il s'immisce beaucoup trop dans l'économie. Bref, vous connaissez toutes ces critiques. Mais l'État, c'est ce que nous identifions, à tort ou à raison, avec une sorte d'idée de bien commun. Je pense que le bien commun est distinct de l'État, bien sûr. Mais c'est comme ça que nous le formulons, c'est comme ça que les gens le font spontanément en France. Et cet État, en fait, c'est un État qui ne tolère pas l'existence de minorités. Au sens où la construction de l'État en France s'est faite vraiment par la négation de particularités régionales, notamment. Enfin, les corporations ont été interdites très tôt, après la Révolution française. En fait, on a une tradition, d'ailleurs que je trouve aussi parfois excessive, d'un État qui ne veut pas de revendications minoritaires, mais au sens vraiment fondamental. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas en France. Il y en a souvent. Mais notre réaction, et la réaction politique, la réaction plutôt des Français, mais je dirais presque inconsciente, c'est de se méfier de la revendication minoritaire, identitaire. Alors ça ne veut pas dire ensuite qu'il n'y a pas de groupe politique qui essaie, disons, d'inciter à des revendications minoritaires ou identitaires. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en faire un business, évidemment. Mais je pense qu'en France, il y a cette idée que l'individu est un individu universel, même si évidemment c'est quelque chose à nuancer. On ne prend pas forcément le terme d'universel au sens littéral. Mais l'individu est d'abord l'individu avant d'être
disons, l'individu appartenant à une communauté ou à une identité. Et je l'ai vraiment vécu parce que quand j'étais au Royaume-Uni, par exemple, à chaque fois que j'avais un rapport, enfin, une relation avec une institution publique, on me demandait mon ethnicité. Vous avez des papiers avec des cases à cocher et vous devez dire, voilà... Alors, mais ça, c'est notre modèle républicain, qui n'est pas oui, le modèle anglo-saxon. Mais ce n'est pas seulement la République. Moi, je pense que le rôle de cet État qui est aussi, qui se veut le protecteur du bien commun, c'est aussi, ça date d'avant la République. On a quand même une monarchie qui s'est construite par une très forte centralisation et cette idée que être français, c'était accepter une très forte contrainte. Je ne dis pas que tout est bien, ça a pu être aussi très douloureux pour la France. Mais juste un point qui est important pour nous d'ailleurs, puisque il y a la conception, Olivier Babot nous a dit attention à l'étatisme, et on est parfaitement d'accord. Mais rappelons-nous, quand on est français, que l'État a précédé la nation. C'est l'État chez nous, contrairement en Allemagne, contrairement en Italie, contrairement en Espagne, c'est l'État qui fait la nation. Et donc l'attachement à l'État, et quand on est gaulliste, est important. Le problème, vous avez fait une citation, j'en ferai une autre, de Václav Havel. Václav Havel disait « Il ne faut pas que l'État pèse pour lui-même ». Or aujourd'hui, si on a tant de dépenses publiques, alors qu'on a un effondrement de tous les grands services publics, c'est parce qu'il y a une bureaucratisation de l'État. Et je pense que la droite des libertés, doit vouloir un État qui soit puissant, notamment dans le régalien, alors qu'on a cessé d'élargir le socle de la redistribution et qu'on a cessé de diminuer finalement la puissance régalienne de l'État. C'est comme ça qu'on concilie, nous, la modernité de l'État. Mais en fait, ça n'est... Ce qui est difficile, c'est que ça n'est pas incompatible. On peut à la fois vouloir un État finalement moins étendu, plus précis, plus efficace, qui trop embrasse mal étreint, et en même temps reconnaître ce qu'on doit à l'État. Et ça, c'est aussi de la gratitude, ce que disait Bérénice Levet. Donc voilà, juste pour terminer en un mot... Sur le clivage aussi. Juste pour terminer sur le wokisme, je sais que les gens s'en inquiètent, mais dites-vous que ça pourrait être pire. Voilà, ça c'est mon message. Pardon ? Ah non, mais vraiment, moi je n'aime pas aller à l'hôpital. Vous allez à l'hôpital. Non, mais excusez-moi, Bérénice, vous allez à l'hôpital et on vous demande si vous êtes blanc ou noir. Moi, c'est ce que j'ai vécu pendant 6 ou 7 ans. On vous demande constamment quelle est votre identité. Vous rentrez en France et vous vous dites « Ah oui, d'accord, je suis d'abord un individu. Je ne suis ni une femme, ni un homme, ni blanc, ni noir, ni autre chose. Je suis un individu, un citoyen. » Ça, c'est très important et c'est un terme qui n'est pas forcément présent chez les anglo-saxons. Non, j'aimerais bien continuer. Je suis pleinement d'accord avec les réserves qui sont encore les nôtres. On l'a bien vu avec la traduction des livres où Gallimard a dit « nous, on ne touchera pas à la traduction, etc. » Je suis d'accord, mais à une seule condition, c'est que la France fasse valoir et continue de faire valoir sa singularité. Et donc, il nous faut des hommes politiques, justement, déterminés. Et ça n'est pas en nommant un ministre de l'Éducation nationale qui s'appelle M. Papendia, qui est une sorte de wokiste de mondain, de salon, que le président de la République, M. Macron, pose des jalons contre le wokisme. On est bien d'accord. Alors sur la définition de la droite, donc je vais partir justement de la question du wokisme. On entend beaucoup en France une opposition au wokisme qui vient de la gauche laïque. Ce qui reste de la gauche laïque républicaine. C'est une critique, une opposition importante parce qu'au nom de la laïcité, en effet, on n'accepte pas un certain nombre de manifestations identitaires dans l'espace public. Mais j'ai toujours été frappée par le fait que la meilleure critique pour moi contre le wokisme n'est pas celle-là, c'est la critique libérale au sens large, libérale conservatrice si vous voulez, qui est disons le fait de rappeler que ce qui vient en premier, c'est l'individu, et non pas le groupe, défini d'ailleurs par des caractéristiques très particulières, puisque quand on parle du genre ou de l'ethnicité, on parle de choses assez existentielles, on ne parle pas du groupe géographique, par exemple. Et je pense qu'il est vraiment important de se battre contre le wokisme de cette façon, en rappelant qu'en fait, le problème de la pensée woke, c'est qu'elle nie vraiment l'individualité de chacun, puisqu'elle considère qu'avant d'être vous-même, et pour moi, ce n'est pas forcément un problème de dire qu'on est soi-même, avant d'être vous-même... Non mais, avant d'être vous-même, pourquoi vous devriez être d'abord dans une catégorie? Vous êtes d'abord un être singulier. Et il n'y a aucune raison pour laquelle on devrait d'abord vous considérer selon la couleur de votre peau ou votre genre, votre sexe. Et ça, je pense que ça manque un petit peu en France, la critique du wokisme, par le prisme de l'individu.
Ceci étant dit, j'ai prononcé le mot libéral-conservatisme. Si on s'en tient à la seule vision de l'individu, là on est dans le pur libéralisme. Si on est libéral-conservateur, on ajoute beaucoup de choses à cette idée d'individu. En fait, l'individu, pour la droite, et à mon avis ça c'est une partie de la définition de la droite, l'individu n'est jamais seul. Il n'est pas une île, il est toujours relié. Il est toujours disons, en relation avec ce qui l'entoure. Et sur tous les plans, au plan moral, au plan de la société, au plan de la politique. Et c'est pour ça que, par exemple, à droite, je pense que on est très attaché à l'idée que, eh bien, on crée des relations de responsabilité avec les autres. On leur doit des choses, ils nous doivent les choses, mais on leur doit d'abord des choses. On a des devoirs envers eux avant d'avoir des droits sur eux. Et d'ailleurs, c'est la même vision que la droite aura en politique. Cette idée que le citoyen, c'est d'abord quelqu'un qui a des devoirs et non pas des droits. Alors tout ça pour dire que cette vision d'un individu très important mais en même temps relié, je pense que c'est ce qui fait la force de la droite, parce que c'est comme ça finalement qu'elle arrive à créer de l'ordre dans la société. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'elle arrive à mettre des limites, des contraintes, des repères. Donc chaque individu doit se contenir, doit s'empêcher, doit finalement se contraindre pour que les autres individus puissent jouir de leur liberté. C'est le processus de la civilisation que vous décrivez. Bien sûr, mais je pense que c'est important de garder en tête cette dialectique entre l'ordre qui permet la liberté. La liberté n'est pas première, à mon avis. Elle est le résultat, en fait, de cet ordre. Et l'ordre, attention, ça n'est pas l'État policier, parce qu'à chaque fois que je dis ça dans une émission, on me dit « Ah oui, vous voulez mettre la police partout ». Mais non, mais l'ordre, c'est pas ça. L'ordre, c'est l'idée qu'on a des repères, on sait à peu près où on met les pieds, on vit dans un environnement familier. Tout le monde a besoin d'ordre. L'être humain a besoin d'ordre. Mais une fois qu'on a assuré cet ordre, on peut assurer la liberté. Et ça, c'est la droite. Et juste pour finir, c'est très difficile. Et je pense que c'est difficile d'être de droite, parce qu'on défend des choses compliquées. On n'est pas en train de dire, voilà, j'ai la solution. Non, je connais le problème, je connais la solution, et c'est moi qui vais tout faire. C'est pas du tout ça qu'on dit à droite, on dit autre chose. Et donc, c'est difficile, et ça demande des efforts. Mais c'est ça, être humain. Merci Laetitia, merci beaucoup. Ce que je retiens, c'est cette idée d'un individu qui est relié aux générations passées. On a un héritage historique à faire prospérer. Le monde dans lequel on vit et dans lequel on est plus vieux que nous. Un individu relié aussi avec les successions, avec les générations futures. Et donc on doit transmettre ce qu'on a reçu à un individu relié avec ceux d'environnement, d'où l'écologie, d'où aussi la dimension sociale. On a en charge les autres. Et donc la droite doit aussi avoir cette dimension profondément sociale. Pas sur l'assistanat, une vraie dimension sociale. Voilà, je vais passer maintenant, pour terminer, la parole à Dominique Régnier, qui est directeur général de la Fondation Podapol. Il y a eu plusieurs études qui m'ont beaucoup intéressé, et notamment les études qui ont décrit la droitisation des opinions publiques, des pays scandinaves d'ailleurs, jusqu'à ce qui vient de se passer il y a quelques jours, il y a quelques semaines en Espagne. Qu'est-ce que cet éclairage politique, Dominique Régnier, peut nous apporter à nous en France, qui sommes au milieu du gué aujourd'hui ? Alors, d'abord, il y a un véritable phénomène de droitisation électorale de l'Europe. Je crois que depuis, si on prend un critère simple, l'élection au suffrage universel du Parlement européen en 1979, jamais l'Europe n'a été à ce point à droite qu'aujourd'hui, électoralement parlant. Il ne s'agit pas de sondage. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, des pays qui ont été le berceau de la social-démocratie, soit sont passés à droite, c'était le cas en décembre 2022 pour la Suède et puis en avril 2023 pour la Finlande, soit, et là je pense au Danemark, ont réussi à être réélus en tant que sociodémocrates, mais avec une politique extrêmement ferme sur la question de l'immigration des frontières et de l'État-providence. Et donc, on a un panorama qui me fait penser aujourd'hui qu'après la disparition du communisme dans les années 80-90, nous assistons à l'effacement de la social-démocratie. Ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Notre démocratie a besoin de cette compétition, de cette altérité entre des grands partis de gouvernement. Et ce que vous faites là, c'est évidemment reconstruire un grand parti de gouvernement à droite. Et il faut souhaiter qu'il y ait la même chose qui soit faite à gauche, parce que sinon nous allons être débordés par un phénomène impressionnant que je caractériserai, alors
pour la France, pour me concentrer là-dessus et pas être long, parce qu'il n'est plus possible d'être long maintenant, mais je voudrais insister sur deux dimensions. Il y a une première dimension qui est de ramener les électeurs vers son parti. Pour cela, il faut d'abord être entendu. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que la difficulté aujourd'hui, en Europe et en France, pour quelques partis responsables que ce soit, c'est d'arriver à être entendus par les citoyens. Les citoyens sont en train de zapper la politique de leur existence. Cela se voit dans l'audience des émissions de télévision politiques, cela se voit dans la participation électorale. Et en réalité, nous pourrions bien ici être les derniers à discuter de politique avec le sentiment que ça intéresse tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de monde ici et qu'au fond, nous pouvons réagir collectivement à ce que nous disons. Mais cependant, à l'échelle de l'Europe et en particulier de la France, ça n'est pas ce qui se passe. Je vous donne un seul chiffre qui me paraît impressionnant. Le premier tour de la présidentielle de 2022, si je calcule aux inscrits, ici on sait ce que c'est calculer aux inscrits, si je calcule aux inscrits le vote pour les partis anti-système de gauche ou de droite et l'abstention, j'arrive à 70% des électeurs. 70%. Ça veut dire que la droite et la gauche et le macronisme se partagent 30% des électeurs qui sont allés voter. Donc nous sommes devant un effondrement du civisme politique fondamental. Et si vous ne parvenez pas à être entendu, vous n'avez évidemment aucune chance d'être électoralement soutenu. Et je vous rappelle qu'aux élections législatives de 2017 et 2022, le premier comportement électoral en France, ça a été de ne pas aller voter. 52%, 54% selon les tours, selon les élections 17 ou 22. Là, il y a un défi immense qui, à l'échelle de la France comme de l'Europe, appelle... Alors, je me permets de le dire ici, en espérant vous être utile de votre part, il faut réintroduire des thèmes. Il y a des thèmes que vous aimez beaucoup et qui sont très importants. Je ne prends aucun risque à dire ici que l'immigration est un thème majeur. Je sais que je ne serai pas conspué pour ça. Je ne prends aucun risque à dire que l'intégration est devenue un thème au moins aussi important que l'immigration quand on observe l'évolution sur 2 générations, c'est-à-dire un phénomène de désintégration, malheureusement, alors qu'il y a déjà l'accès à la nationalité. Donc il y a un sujet majeur. Mais si nous avons ce problème avec le démos de la démographie, c'est aussi parce que nous ne portons aucune politique de naissance. Est-ce que nous avons une politique familiale? Et il n'est pas raisonnable de penser que nous ne voulons pas autant d'immigrés si nous ne voulons pas faire plus d'enfants. Ce n'est pas possible. Donc il y a un choix à faire. Et travailler 2 ans de plus, à mon avis, c'était nécessaire, mais ce ne sera pas suffisant. Et quand j'entends des petits, c'était peut-être votre bébé, qui pleure, je me dis qu'ils sont en train de comprendre le système de retraite par répartition, en fait. Et alors, pas d'erreur judiciaire, c'était pas le bébé de Laetitia. Ah. J'en témoigne. Non, mais tout à l'heure. Non, mais il y avait le biberon dans la bouche. Voilà. Donc, ça, c'est un point. Ce qui veut dire qu'il vous faut aussi, et je vais saluer quelqu'un qui est ici parmi vous que je ne connaissais pas, Daniel Sandler, qui m'a interpellé tout à l'heure et qui a 1000 fois raison, qui m'a dit « Je regrette que vous n'ayez pas encore parlé de la jeunesse ». Et c'est vrai que c'est un sujet manquant. C'est vrai qu'il faut non seulement s'intéresser à la politique familiale, mais aussi aux nouvelles générations, dont l'abstention, vous le savez, est absolument dramatique. Si nous continuons cette tendance, les élections européennes disparaîtront faute d'électeurs. Nous avons 70% d'abstention chez les jeunes aux élections européennes. Donc ça, c'est un sujet majeur. Vous ne pouvez pas avancer sans force vive. Et donc, il faut apprendre à les considérer. C'est, je dirais, au fond, le grand défi qui se présente à vous. Et enfin, dernière remarque, cher Bruno, beaucoup de choses passionnantes ont été dites ce matin et très instructives, y compris et notamment dans les 2 interventions qui ont déjà été commentées, de 2 d'entre vous ici, 2 militants déçus, ou dans la vidéo qui a été montrée initialement. On ne va pas simplement vous demander
de porter un projet crédible. Ça, c'est la condition de base. Ça ne suffit pas du tout. La deuxième condition pour vous, parce que vous êtes un parti de gouvernement, parce que vous avez déjà gouverné et que vous avez déjà déçu, la deuxième condition pour vous, c'est de montrer pourquoi, cette fois-ci, cela se passerait différemment. Il faut apporter cette preuve, il faut l'imaginer. Voilà. Dominique, cette preuve, comment l'apporte-t-on? Par un inventaire? Comment l'apporte-t-on, cette preuve? Parce que quand on est sur des marchés, qu'on distribue des tracts, à chaque fois on en a sa figure, on nous dit « mais pourquoi vous le feriez demain? Vous ne l'avez pas fait hier ». C'est ce que vous dites. Mais quelle solution? Alors, c'est un paradoxe parce que dans les travaux que nous avons menés à la Fondapol, ils sont en libre accès, ils sont gratuits, donc je n'ai pas d'intérêt particulier, sinon une joie personnelle, si jamais il vous intéresse, à les signaler. Nous avons fait une étude qui montre qu'aujourd'hui, en France, à peu près 60% des citoyens sont à droite. Donc soit ils se situent à droite, soit ils votent à droite, soit le système de valeurs, tout à l'heure on le voyait avec les enquêtes d'opinion qui étaient commentées, les arrivent en réalité à un corpus de droite. Donc le paradoxe, c'est que la France est à droite. Elle n'a jamais varié de ce point de vue-là. La France est à droite. La moyenne des candidats de droite à la présidentielle depuis 1965 au premier tour, la moyenne, c'est 58%. Voilà. Le seul moment où la droite est minoritaire en France, à 49,2%, c'est en 81, au premier tour. Tout le reste, la droite est majoritaire. Donc c'est quand même extraordinaire. Que se passe-t-il pour arriver à perdre un pouvoir quand le pays est à droite et après avoir gouverné? Ça, c'est la grande clé. Donc il vous faut, je pense, imaginer des dispositifs qui, au fond, vous placent dans un système de contraintes. On ne peut pas, par exemple, le projet de loi ordinaire et constitutionnel que vous avez déposé entre les députés et les sénateurs, qui me paraît aller dans la bonne direction, est un geste fort, parce qu'on imagine que si vous accédez au pouvoir, la moindre des choses, ce serait évidemment d'accomplir ce projet législatif en acte de gouvernement. Mais il faut aussi, je pense, imaginer, c'est un travail à faire, ça, je ne dirais pas que je l'ai fait, il faut aussi imaginer des moments de rendez-vous où les électeurs seront en mesure d'exprimer leur mécontentement si vous vous déviez du chemin que vous avez tracé. Vous ne pouvez pas le renvoyer à 5 années plus tard. Je ne parle pas, évidemment, je ne parle pas de mandat impératif, bien sûr. Ça n'est pas le sujet. Nous sommes dans un état de droit. Le mandat impératif n'est pas recevable. Il ne s'agit pas de cela. Mais il s'agit de vraies confrontations qui ne soient pas simplement les rencontres électorales, qui sont de droit organisées, mais des moments que vous organiserez pour vérifier que ce que vous avez dit, que vous accomplirez selon un calendrier qu'il faudrait fixer, eh bien, est en train d'être accompli, je dirais, et non pas au fond de s'évaporer, parce que les difficultés que l'on rencontre quand on gouverne, on le sait, sont énormes, et à chaque fois, immanquablement, c'est la raison pour laquelle on ne fait pas ce qu'on avait prévu de faire. Ce n'était pas très grave autrefois, maintenant c'est devenu tragique, parce que nous sommes au bout de cette histoire. Et ce qui se passe aujourd'hui, la première force électorale en Europe, j'ai fait ce calcul à partir des électorats, pas des groupes parlementaires, pas de malentendu là-dessus. La première force électorale en Europe aujourd'hui, c'est une entité qu'on peut qualifier de populiste et d'extrême droite. Ça fait 24%. La deuxième force, c'est la droite pro-européenne, ça fait 20%. Et si on ajoute le centre, qui comprend des forces qui ne sont pas nécessairement entièrement raisonnables à la droite, ça donne malgré tout une majorité électorale en 2019, mes données sont de 2019, qui est très favorable à la droite. Et donc, à l'échelle de notre pays, comme à l'échelle de ce continent et de notre Union européenne, tout est entre vos mains. Méfiez-vous, et je voudrais terminer par cet appel à la vigilance, méfiez-vous, cette droitisation, ça n'est pas le résultat de votre action politique. Vous n'y êtes pour rien. C'est dommage. C'est dommage. C'est le résultat d'une évolution de grands facteurs historiques qui droitisent le continent et le pays. Et donc, il faut, pour gagner, non seulement profiter, je dirais, d'un mouvement, mais être capable d'en retrouver la direction, de l'orienter, de le formaliser. Très bien.
Merci Dominique Régnier, merci Bérénice Levé, merci Olivier Babot, merci Laetitia Strauss-Bonnard. Infiniment. La leçon, c'est qu'on a fait des choses sur l'immigration. Il faudra que désormais on apporte d'autres preuves de notre sérieux, de ce qu'on ne déviera pas de nos convictions sur l'école et sur tant d'autres sujets. Mes amis, merci et je vous laisse entre les bonnes mains de Geoffroy Didier et d'Alexandra. Et merci surtout à toi Bruno.